Bonjour, bienvenue à tous. On va commencer, parce qu'on a un beau programme cet après-midi et un enchaînement aussi avec les spectacles à partir de 15h30. Donc on va essayer de finir la rencontre ici à 15h20 pour que vous puissiez, pour ceux qui sont inscrits, aller voir Domestic Product de Johanna Paun à l'espace Pasolini, juste derrière. On partira en petit groupe en courant. Et on vous fera signe. Voilà, je suis Romaric Dorier, directeur du Phénix. On est très heureux de vous accueillir pour cette rencontre désormais traditionnelle avec l'Agence nationale de la recherche et en partenariat avec l'Université de Valenciennes. Je ne vais pas faire un long discours, juste la thématique extrêmement intéressante est liée à la programmation. Et je passe tout de suite la parole à Arnaud Huftier. Merci Romaric. Donc, bonjour à tous. Arnaud Huftier, donc vice-président culture, communication, citoyenneté, plus d'autres petites choses. Donc, non pas de l'Université de Valenciennes, non pas de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, mais bien l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Donc, je vous dirai, avant de vous accueillir, quelques mots rapides sur l'Université Polytechnique Hauts-de-France, puisqu'évidemment, c'était l'Université de Valenciennes avant. Et très sommairement, le projet de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, c'est de tout réduire à deux pôles, sciences et technologies d'un côté et humanité de l'autre. Et ce qui nous intéresse au niveau de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, ce n'est pas les deux pôles en tant que tels, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et si je vous dis ça aussi, c'est parce que cet esprit correspond aux recherches et aux projets menés avec l'ANR et le Phénix. Puisqu'à la rencontre entre différentes disciplines, différents chercheurs, c'est aussi ce qui nous importe. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu le soutien et en tout cas, on va essayer d'avancer encore plus avec le Phénix pour ça. D'autre part, l'Université de Polytechnique Hauts-de-France, comme le dit récemment le maire, a ouvert ses portes au territoire. Donc, vous êtes dans les murs de l'université, mais vous êtes aussi dans la ville, vous êtes en face du Phénix. Et donc, c'est tout un écosystème. Et il fallait vraiment que pour nos étudiants, nos enseignants, se rendre compte qu'il y avait un écosystème et surtout un maillage culturel qui était très important, qui menait à la formation, qui menait à la recherche, mais qui menait aussi à la citoyenneté et à d'autres valeurs. Et ça, c'est important et c'est surtout pour ça, ou en tout cas c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous voulons toujours nous associer aux activités du Phénix et en particulier aussi avec l'ANR. Donc en tout cas, bienvenue aussi à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Il faut répéter, comme c'est neuf, il faut répéter le terme plusieurs fois, l'expression. Et je ne suis pas payé au nombre de fois où je peux le dire à chaque fois que je prends la parole. Mais donc bienvenue à l'université, j'éviterai le reste, et puis bonne continuation pour la suite. Alors cette rencontre, c'est un peu une suite des rencontres que nous faisons avec le Festival d'Avignon depuis déjà 2014, avec à la fois des artistes et des chercheurs de toutes les disciplines, sciences humaines et sociales, mais aussi génétique, neurosciences, etc. Et là, aujourd'hui, on a un programme excessivement ambitieux, à la fois parce qu'on est tenu dans un timing excessivement tonique, je dirais. Et par ailleurs, le thème général du cabaret cette année, c'est nos futurs avec un S, et je pense que ce S est excessivement important, notre futur commun. La table ronde, c'est résilience, résistance. Et en fait, on va parler aussi bien de fin du monde, de catastrophe, d'environnement, de travail. Mais je vous rassure, on va quand même finir par la musique, parce que c'est quand même, il faut quand même être heureux dans le monde dans lequel nous habitons. Alors, je te laisse présenter Johanna. Johanna Paun, artiste, coup de cœur absolu pour moi ces 3 dernières années. Avec Herman, on avait pris une voiture, traversé les Carpates pour aller découvrir Johanna. Voilà, pour moi, elle mène une démarche engagée, engageante, qui fait parler fiction et réel. Et je vais laisser présenter sa démarche. Merci à Carole, qui, outre être responsable billetterie marketing du Phénix, et aussi une excellente traductrice français-anglais. Merci. So, hello. I am an artist. I do theater. And today I am going to talk a little bit about how theater can make change. Donc, c'est Johanna Paun, elle est artiste et dramaturge. Et aujourd'hui, elle va parler de comment est-ce que le théâtre peut faire changer les choses. I want to ask you one question before I begin. I would like you to think of when you were growing up and think if it was your mother who was cooking for you. Première question qu'elle voudrait poser à tout le monde.
pensez à quand vous étiez jeune, enfant, est-ce que c'était votre mère qui faisait la cuisine pour vous? So just raise your arm if your mother was the one Si c'était cooking votre in mère, the levez la house. main. And now raise your arm if your father was cooking for you. Si c'était votre père. Okay. My project, Domestic Product, was a project that started with a question about who gives us love. Son projet Domestic Product a commencé avec une question simple qui était qui est-ce qui nous donne de l'amour? And some of us had maybe nannies that raised us Certains d'entre nous avaient peut-être des nounous qui nous ont élevés to replace the work of historically mother or grandmothers did. pour remplacer d'une certaine manière le rôle que historiquement le père ou la mère remplissait. And together with a very ambitious team of journalists and screenwriters, we made a very, I would even say, unethical investigation. Et à partir de cette question, elle a commencé un travail avec des réalisateurs de films et des journalistes, un travail avec une méthode presque peu ou pas éthique de recherche. We pretended we are very rich and we want to hire Filipino domestic workers for our home. Ils se sont fait passer pour des familles extrêmement riches qui voulaient embaucher des domestiques issus originaires des Philippines. We went into agencies that usually bring these women from Philippines into Romania, where I'm from, and we wanted to hire one. Ils sont allés toquer à la porte d'agences qui font venir des domestiques des Philippines vers la Roumanie, d'où elle est originaire, et ils ont prétendu qu'ils voulaient embaucher des domestiques philippines. And what we discovered is that the 4 agencies that existed in Bucharest were all teaching us to do crimes. Et les 4 agences qui sont allées voir à Bucarest, les 4 seules agences qui existent à Bucarest, ont toutes dit la même chose, leur ont en fait enseigné à commettre des crimes. How to confiscate their passports, Confiscation des passeports, how to pay them for 2 hours in a contract even though they work 12, leur faire des contrats fallacieux où ils déclarent payer 2 heures alors qu'en réalité elles travaillent 12 heures. how to feed them food outside their normal working schedule, Leur donner, les nourrir sur du hors de leur temps de travail and basically how to domesticate them. et comment, d'une certaine manière, les domestiquer. And after we did this research, we went to speak also with authorities in Romania. Après ce travail de recherche, ils sont rendus auprès des autorités en Roumanie. And we said, look, there are Filipinos that sleep 4 hours in a night. There are Filipinos that urinate on themselves because they fear their employer. Et aux autorités, ils sont allés reporter ce qu'ils avaient vu, donc des personnes qui dormaient seulement 4 heures par nuit, qui s'urinaient dessus de peur d'aller aux toilettes par peur de leur propriétaire. There are Filipinos who are fed dog food. Et certaines Philippines qui sont nourries avec de la nourriture de chien. All this information was part of a 3-year investigation done by a very ambitious journalist, and we went with these facts to the authorities. Ils ont fait un travail de recherche pendant 3 ans et avec tout ce travail de recherche très ambitieux, ils sont allés voir les autorités. And they said we cannot do anything Et la réponse a été on ne peut rien faire because domestic work is unregulated. parce que le travail domestique n'est pas régulé. It is illegal for us to go in somebody's home and search. En fait, c'est illégal de se rendre chez des gens pour aller faire des recherches, donc c'est intraçable. And we thought if the authorities don't do anything, then maybe we can change something with art and journalism. Et donc, face à l'incapacité des pouvoirs publics de faire quoi que ce soit, ils ont décidé de faire changer les choses par leur travail artistique. But it doesn't always succeed. Ça ne marche pas toujours. And you realize that the media or the arts are weak. Et on se rend compte que les médias ou l'art sont faibles et ils ne peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent. They can give the sense of representation of people
who feel oppressed. Ils peuvent donner un sens d'oppression et donner des sentiments des personnes qui se sentent oppressées. They can change the narrative in the mainstream television. On peut changer la narration, les histoires qu'on raconte à la télévision, sur les médias. Actually, before our show, the Filipino maids were almost presented as slaves in the Romanian television. Avant ce travail, à la télévision roumaine, on présentait ces travailleuses philippines quasiment comme des esclaves. But after the show, they started changing their material and being very interested in the human side of these workers. Et après ce travail, il y a eu un réel changement et les médias ont plus commencé à réfléchir à l'humanité de ces personnes. So our conclusion is that when you work with real people with very serious problems, la conclusion pour elle, c'est que quand on travaille avec des personnes tout à fait réelles, avec des problèmes tout à fait sérieux, it is very difficult to protect them. C'est très difficile de les protéger. It is more easy to make them feel human and important and proud. C'est plus facile de les faire se rendre compte qu'ils sont humains et fiers. And even more, it is important to try to find a community of people who get impressed by the story and start helping them. Et c'est d'autant plus important d'aller chercher des communautés, des groupes de personnes qui vont être impressionnées et touchées par ces destins et qui vont vouloir les aider. And for this project, we found lawyers that did pro bono work for Filipino abused nannies. Et donc avec ce travail, ils sont notamment allés chercher des avocats qui ont travaillé pro bono, donc gratuitement pour ces cas, pour défendre ces travailleuses. Organizations that started helping runaway nannies. Et des associations qui ont aussi porté aide à des fugitives. And people that just donated money. Et des personnes qui ont simplement donné de l'argent. So the power of art and journalism can be to replace a very inefficient authority. Et donc dans ce cas, le travail d'art et de journalisme peut remplacer des autorités défaillantes. By touching directly the humanity of audiences. Merci beaucoup pour cette intervention tout à fait intéressante, mais bien que nous soyons obligés de passer à l'autre partie de ce duo. Donc Delphine Mercier, vous êtes sociologue à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes spécialiste du travail et des migrations. Vous avez notamment étudié beaucoup les transformations internationales du travail. Et je vous laisse la parole pour 10-12 minutes. Vous allez être obligé de me croire sur parole, d'accord ? Oui, ça marche, absolument. Voilà. Alors, moi, je vais réagir tout en essayant de garder une certaine interaction avec la pièce que vous allez voir après. Et donc, j'ai intitulé un peu cette conférence, intervention, c'est pas jargonneux du tout, hein, je vous rassure. La division internationale du travail, travail en chaîne, travail attaché et travail à façon. Et la première image que vous voyez, c'est un des derniers terrains que j'ai fait en Jordanie. C'est une domestique philippine qui vit depuis 11 ans en Jordanie et travaille dans une famille et qui partage son habitation avec plusieurs autres Philippines. C'est que des femmes. Et elle peint. Et donc, dans sa maison, elle a peint toute une série de tableaux. Et donc, j'ai pris celui-ci en photo parce que il m'est apparu comme un tableau intéressant parce que c'est à la fois... il y a des formes de grilles de prison, comme un retour qui ne se fera jamais. Il y a une image un peu nostalgique et rêvée des Philippines, des enfants qui jouent, de quelqu'un qui l'attend. Voilà, donc je trouvais que les travailleuses domestiques qui vivent dans beaucoup de pays, donc pas seulement à Bucarest, mais aussi en Jordanie, toute l'Arabie saoudite, au Liban, qui sont en fait dans une relation, ce qu'on appelle avec des personnes qui les embauchent. C'est le kafil, hein, c'est l'intermédiaire qui joue un rôle tout à fait important. Donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ça, c'était vous raconter que pour comprendre la mondialisation aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement de parler de délocalisation d'entreprises.
on est bien dans une complémentarité des territoires, hein, et on vit une espèce de transnationalisation des économies où les matières premières circulent, l'argent circule, mais aussi les migrants, en fonction de leurs compétences, hein, se retrouvent à être aussi, eux, des ressources fondamentales pour que cette mondialisation se fasse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le thème le plus important de mes recherches est celui-ci, c'est que depuis 2001, on a bien sûr changé le mode d'organisation des entreprises, mais on a surtout eu un événement majeur aux États-Unis qui a rendu le passage de frontières extrêmement difficile, mais qui a en même temps optimisé les frontières. C'est-à-dire que plus on a des différentiels frontaliers très forts et des exceptions frontalières très fortes, c'est-à-dire, on va prendre un exemple très connu, nous, des Français, entre la France et la Suisse, voilà. Hein. Les Français qui vont travailler en Suisse, mais qui vivent en France, parce que c'est moins cher de vivre en France, sont des migrants. Hein, ce sont des migrants, d'accord ? Ce ne sont pas des mobiles, ce sont aussi des migrants. Et donc, on joue aujourd'hui sur des différentiels frontaliers. Alors, la plus grande des frontières qui joue sur ces différentiels frontaliers, c'est une frontière que vous connaissez peut-être. Là, c'est des photos de... Je reviendrai sur celle-ci. La plus grande frontière, c'est celle Mexique-États-Unis, 3000 km de frontière, où se sont constitués en termes de différentiel, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui se sont installées au Mexique pour bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché. Ça, c'est depuis les années 60. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé qu'en 2000, il y a eu ces fameux événements et on a commencé à externaliser toujours plus loin les frontières et on a demandé au Mexique, au Maroc pour l'Europe, de gérer au sud de ces frontières les migrants, tout en ayant besoin de migrants. Donc, on joue sur les différentiels et les migrants sont captifs de ce cercle. Et donc, ce que vous allez comprendre dans ce qu'a expliqué Yona très très bien, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de nouveau travail d'esclavage, ce qui s'appelle de l'esclavage moderne. On appelait ça de l'engagisme, on appelait ça l'indenture dans les sociétés anglaises, c'est-à-dire que vous venez travailler, il y a toujours eu de tout temps, dès le XIIIe siècle, XIVe siècle, des gens qui organisaient le travail des autres à façon. C'est-à-dire qu'on faisait venir des personnes qui venaient d'Italie, qui venaient d'Espagne pour construire les ponts, pour construire les routes, d'accord ? Et on réglait, on avait une contrainte sur leur corps, et ça vous allez le voir dans la pièce, c'est extraordinaire, on contraint les corps, tout comme Foucault l'expliquait très bien hein, dans le régime carcéral, c'est-à-dire qu'on a une contrainte sur le corps, on prend le passeport et on contraint les personnes à vivre sur place. En général, aujourd'hui, si vous allez en Espagne, toutes les récoltes de fraises sont faites par des femmes d'Europe de l'Est, mariées, comme ça on est sûr qu'elles repartent dans leur pays. Et on fait, ça s'appelle des contrats en origine, des contrats détachés. Vous entendez le travail détaché dont on parle, le travail au portage. Donc, toutes ces déclinaisons de termes, en fait, qui sont utilisés depuis le Moyen-Âge, sont effectivement réinjectées aujourd'hui parce qu'on a besoin de migrants, on a besoin de main-d'œuvre, mais on en a besoin de façon temporaire. Et donc, du coup, il y a l'émergence d'une figure absolument importante. Je vais vous la montrer. Donc ça, on se retrouve à Tanger, vous voyez, c'est juste avant de partir. Il y a une figure importante qui a été médiatisée énormément, c'est le passeur. Et le passeur n'est pas la seule figure. Il est médiatisé, on l'a montré du doigt, mais le passeur n'est qu'un intermédiaire. Si vous regardez le film de Ken Loach, Free World, vous allez vous rendre compte que les passeurs sont aussi parfois des gens en situation de migration. Mais dans ce quadrupède d'organisation du travail des autres, de mise sous contrainte des autres, il n'y a pas que le passeur. Il y a aussi celui qui emploie. Il y a aussi le faiseur de papier. Il y a aussi les intermédiaires. Et là, les ONG jouent un rôle, et vous verrez dans la pièce, je ne sais pas si Yona l'a fait exprès, tout à fait incroyable, notamment quant au passage et à la circulation. Vous avez des ONG en Amérique centrale qui organisent le travail des Guatémaltèques qui vont travailler à Vancouver dans l'agriculture. Là, vous êtes dans le camp de Zaatari, en Jordanie, de réfugiés syriens. Et là, ce sont des jeunes qui ne sont pas du tout en train de faire une prière. Ils sont en train d'essayer de capter la Wi-Fi devant le mur de l'ONG qui gère la scolarité des réfugiés. Donc on a toute une série. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette deuxième mondialisation, c'est que la mondialisation, ce n'est pas la délocalisation. La mondialisation, c'est pouvoir sur place avoir des régimes juridiques et sociaux
qui sont distinctes. C'est-à-dire, dans une même entreprise, vous allez trouver des personnes qui ont des contrats différents. Vous allez trouver des sites. Et donc, du coup, pour pouvoir réguler et organiser tous ces cercles de production, vous avez des intermédiaires, depuis l'agence intérimaire, depuis ce qu'on appelle le sponsor au Liban ou en Jordanie, le kéfi, ce qu'on appelle aussi, depuis le contratista qu'on appelle en Italie, le caporale aussi, hein, qu'on appelle au Mexique, en Italie le caporale et le contratista au Mexique, pardon. Vous avez toute une série de figures de personnes qui vont organiser cette chaîne migratoire. Et c'est devenu maintenant une véritable industrie. Donc aujourd'hui, quand on vous parle de phénomènes migratoires, de vagues, de migration, etc., sachez qu'en fait, on est dans une organisation tout à fait rentable, hein, et capitalistique, et basée sur une économie capitalistique. Brodel, il en parlait, il parlait des montagnards. Vous avez suivi le procès qu'il y a eu de ce monsieur qui aidait les réfugiés à rentrer en France. Les montagnards, les Touaregs, ont joué un rôle très important dès qu'il y avait des ruptures, en fait, en termes de relief. C'était des gens qui permettaient de passer. Aujourd'hui, ces ruptures, ce sont des ruptures économiques qu'on maintient. Le jeu des exceptions est absolument essentiel. Ne pas avoir la même législation permet un différentiel économique qui va être très attractif, hein. Donc entre le Maroc et l'Europe, mais aussi entre la Chine et le Hong Kong, par exemple, tous ces différentiels frontaliers permettent un jeu d'exception. Et la figure, pour finir, ça va, je suis bien au niveau du temps, j'essaye de me dépêcher, je me dis, il faut aller vite. Voilà, et la figure, au niveau du temps, ça c'est la frontière Mexique-États-Unis, je vous la montre parce que d'un point de vue logistique, il faut que vous ayez dans la tête que si on organise, le passage est très organisé, hein. Il y a des millions de personnes qui passent de façon légale tous les jours, hein. Et donc, du coup, dans ce contexte, ce qui est absolument essentiel de retenir, c'est qu'effectivement, il y a des populations qui sont captives et qui rentrent dans ce système. C'est-à-dire qui y rentrent pour des questions financières, qui ont besoin d'argent. En général, on choisit une personne dans la fratrie ou dans la famille qui va migrer, dont, on va dire, la carrière est une carrière migratoire, hein, c'est-à-dire qu'il va accumuler non pas un capital social, mais un capital de mobilité, un capital de déplacement, qui va lui permettre effectivement d'accumuler de l'argent. Et tout le monde s'endette au départ pour financer son départ, d'accord ? Donc pareil pour les Philippines, on s'endette et la personne rembourse la dette à partir du moment où elle est arrivée et ensuite, une fois que la dette est remboursée, commence à envoyer de l'argent effectivement dans la famille. Rares sont les travailleuses domestiques qui reviennent chez elles. Il y a une espèce de condamnation à un célibat qui est très intrigant et qui est beaucoup moins fort dans l'industrie, par exemple, où on voit très bien qu'on est plutôt dans des politiques de circulation. Aujourd'hui, vous avez des gens qui circulent, notamment dans l'agriculture, la construction, l'industrie, qui circulent et qui restent un temps et puis qui repartent dans leur pays. Effectivement, les travailleuses domestiques, elles, sont très, on va dire, captives des territoires. Voilà. Donc, pour conclure, c'était pour vous dire que la pièce de Yona m'a beaucoup inspirée parce que, vous allez voir, elle permet vraiment cette discussion. C'est de la colonisation à l'envers, c'est du marché du travail ethno-racial. Et donc, du coup, ça permet de comprendre cet affranchissement, est-ce qu'il a lieu ou pas? Et moi, c'est l'interprétation que j'en ai fait, ce jeu entre ces deux femmes qui sont dans le même ennui, je l'ai interprété comme la femme d'un expatrié qui ne sait pas quoi faire, qui s'occupe de son corps, etc., sont toutes les deux dans une forme de mobilité. L'une est expatriée et l'autre est travailleuse domestique, et finalement sont dans la même solitude et contrainte des corps. Voilà. Bien, merci beaucoup pour la performance est généralisée. Je vous propose que nous prenions 5 minutes de questions. Alors, des questions rapides, hein, on va se mettre tous au diapason. Je vous propose de lever la main et je reprendrai votre question pour l'enregistrement. Si vous avez des questions, je peux en prendre plusieurs. Allez, qui est-ce qui se jette à l'eau? Oui. Le projet du WANA? Alors, est-ce que le projet s'est fait au sein d'une association? The project is made as a group, like a company of theater artists that worked together with journalists and with Filipino community.
Ça a été un travail entre les artistes, des journalistes et des travailleuses des Philippines. But the result is a performance. Mais le résultat, c'est une performance. Encore une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que Delphine, vous auriez une question à poser à Johanna? Moi, j'ai une question à poser à Johanna. Vous me direz ce que vous en pensez quand vous allez voir la pièce. J'aurais aimé qu'elle nous explique quel est le statut de la musique dans sa place, in the play, the statue of the music. When I met the Filipino community, they have culturally a very big attraction to karaoke. Quand elle a rencontré la communauté philippine, ils avaient en fait un rapport très proche avec le karaoké. They usually meet in a flat. Somebody sometimes has a flat, rarely. Elles se retrouvent dans un appartement, c'est très On rare, Sunday. mais il y a des personnes qui ont des appartements le dimanche. And they have a program on their TV with karaoke music from all over the time and history of music. Et elles ont un programme sur leur télé avec du karaoké de tout temps et de tous espaces. So music is very important, not only for the Filipinos, but also you notice that for a migrant person, they are very attached to what they left behind through music. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, pas seulement pour les travailleuses, mais pour toutes les communautés qui sont déplacées, en fait, la musique est un vecteur très important pour se rattacher à leur pays d'origine. Also, when you have such a hard subject, music sometimes helps lubrify the subject into the let's say, minds of the audience. Et avec un sujet aussi compliqué, des fois la musique agit comme un lubrifiant pour mieux digérer ce genre de Metaphorically, of course. Métaphoriquement, évidemment. Merci, super. Merci beaucoup. On va passer à la fin du monde. Voilà, on va passer à la fin du monde. Donc merci à Johanna. Vous pouvez donc voir. Et on les applaudit. Parce que c'est quand même un exercice très difficile pour faire passer de la complexité dans un temps si court. Maude Devès, vous nous rejoignez? Bravo, bravo. Et tu lances la vidéo de l'autre monde? Voilà, donc vous pouvez voir 2 spectacles de Johanna, Domestic Product et aussi OMG, qui est diffusé première ce soir et seconde demain au 232U. Donc nous avons le droit à un petit cadeau, puisque Joël Maillard devait être là, vivant, en chair et en os, pour discuter avec nous, sauf qu'il est en train de préparer une lecture qui aura lieu ce soir à 18h30 à Landrecy, en partenariat avec la Chambre d'eau. Donc il a voulu nous faire un petit enregistrement. Je vous laisse le découvrir tout de suite. Bonjour. On aura remarqué que je ne suis pas là. On pourrait considérer cela comme un heureux hasard, puisque je travaille beaucoup autour de la disparition et donc de l'absence. Ne pouvant être là, j'ai dit que j'étais par contre en mesure de produire une petite vidéo de présentation de mon travail sous un angle catastrophiste. Bon. Alors je suis en train de la faire. Je pourrais me filmer, mais d'une part c'est pas très bien rangé là où je suis. D'autre part, si on ne me voit pas parler, ça veut dire que je peux faire des coupes et des corrections sans que les raccords soient trop dégueulasses. Avantage non négligeable dans ma lutte actuelle contre le temps. Bon, voici des images quand même. Avec un peu d'imagination, on pourrait se dire qu'elle résonne avec mon propos. C'est une petite pièce, aux velléités anti-compétitives, réalisée avec Joël Fontana. C'est celle qui tombe là. Moi, je suis déjà tombé au 2e plan. Il y a quelques années, bien avant que je sache qu'un jour on ferait ensemble quitter la Terre. Comme il se passe un peu toujours la même chose dans ce film, ça ne devrait pas trop vous déconcentrer. Bon, alors mon travail. Je me suis d'abord lancé dans la création de pièces plus ou moins immersives pour le spectateur, comme Rien voir,
qui était une pièce sonore qui s'écoutait dans une cabine individuelle, couchée sur un lit. Ou ne plus rien dire, où Joël prenait la parole dans un cercle de paroles pour parler d'un homme qui, lui, avait cessé de parler. Ensuite, je me suis dit que le rapport frontal normal avec des gens sur un gradin qui regardent des gens sur une scène, finalement, c'était peut-être bien aussi. Et alors, je me suis lancé dans la conception et l'écriture de Quitter la Terre, qui commence comme une présentation de projet lors d'un colloque consacré au dilettantisme. Oui, c'est qu'il m'est toujours important de mettre en avant mon inexpertise des sujets que je traite, avec une absence de rigueur qui n'est pas volontaire, hein, je donne toujours tout ce que j'ai, et dont on pourrait dire, si on avait envie, qu'elle fait de moi une sorte d'anti-chercheur. C'est que chacun fait comme il peut avec ses capacités, et moi je passe mon temps à jouer avec mes limites dans tous les domaines de mon travail. Alors j'ai pas beaucoup de temps imparti, hein, mais donc je vais peut-être juste parler un petit peu plus concrètement de mécanique si on veut. Imposture posthume, dont je termine actuellement l'écriture, partage un cousinage de dispositifs avec Quitter la Terre. Quitter la Terre où Joël et Joël disent avoir trouvé par hasard un carton qui contient des documents qui sont les bases d'un projet de sauvetage de l'humanité et de la biodiversité à la surface de la Terre, dont la présentation devient la pièce de théâtre. Et donc le cousinage, c'est que dans Imposture posthume aussi, des gens ont trouvé quelque chose, à savoir un morceau de plastique avec un texte gravé dessus. Et si Quitter la Terre démarre de nos jours et nous emmène dans un futur post-catastrophique, ou pré-paradisiaque on pourrait dire, où la planète vide d'humains aurait accompli sa résilience avant d'être repeuplée par des gens qui auront vécu en orbite depuis plusieurs générations, combien exactement ça on ne sait pas, Imposture posthume démarre dans un futur indéfiniment lointain où l'humanité aura enfin accès à la communication télépathique. Donc c'est ça qu'on voit sur la scène, un expert télépathe, un expert du passé, enfin de son passé, donc à lui, mais un expert, manifestement pas toujours très bien renseigné, soit parce qu'il est paresseux, soit parce qu'il manque de renseignements. Et donc il commente la découverte de ce morceau de plastique gravé. Et alors ce qui est rigolo, c'est que le texte qui est gravé sur ce morceau de plastique, c'est moi, Joël Maillard, qui l'ai écrit en 2099, peu avant ma mort. Alors je passe les détails du pourquoi d'une telle longévité parce qu'on n'a pas le temps. Donc c'est une pièce qui n'arrête pas de se tourner au passé vers notre futur, plus ou moins immédiat, mais du point de vue de deux endroits du futur, donc 2099 et un autre endroit indéfini, mais disons plusieurs millénaires plus loin. Et alors, au seuil de sa mort à la fin du XXIe siècle, Joël Maillard se penche notamment sur les relations un peu compliquées qu'entretenaient les humains avec les androïdes sociaux dotés de fonctions de simulation de sociabilité. Relations qui auront provoqué des grandes vagues de complexes d'infériorité parmi nous. Enfin, peut-être qu'il est un peu sénile au moment d'écrire tout ça, et donc on ne sait pas trop, plusieurs millénaires plus tard, quel crédit accorder à ce témoignage posthume. Et c'est d'autant plus compliqué que suite à l'effondrement du système de conservation des données, qui coïncide à peu près avec la mort de Joël Maillard, mais sans qu'il y soit pour rien sans doute, les seules traces écrites de la seconde moitié du XXIe siècle sont celles qui sont sur des supports physiques. Or, dès la fin des années 40, on avait complètement laissé tomber l'écriture sur des supports physiques. Donc si on m'a bien suivi, ça veut dire que mon témoignage gravé sur ce morceau de plastique est une des seules sources d'informations historiques concernant la seconde moitié du XXIe siècle. Ce qui est quand même pas de bol pour les historiens du futur. La conservation des traces et la disparition des traces fera encore l'objet d'un prochain projet, mais je ne peux pas en parler ici parce que j'ai déjà dépassé le temps imparti.
Voilà, j'ai fini. Bien, si les messages peuvent passer jusqu'à l'au-delà, on va dire merci à Joël Maillard. Et on va revenir dans notre salle et passer la parole à Maude Deves. Vous êtes maître de conférence, spécialiste des risques et des catastrophes. Vous présidez notamment le conseil scientifique du programme Ouragan à l'Agence nationale de la recherche. Et vous êtes aussi responsable d'un projet ANR qui aborde la question du risque volcanique et de comment les populations peuvent faire face dans ce genre de situation. Voilà. Et vous êtes également professeur à l'université Paris Diderot. Voilà, je vous laisse la parole pour 10-12 minutes. Très bien. Merci. Alors, attendez, je vais mettre mon petit chronomètre. Parce que... Bonjour à tous. Donc, c'est un grand honneur que d'entrer en conversation avec Joël Maillard, qui nous entendra après, dans le futur. Donc j'ai souhaité réagir au titre même déjà de cette pièce qui est « Quitter la Terre ». Et pour cela, je vais revenir sur les propos d'un certain nombre de philosophes pour mettre un petit peu en perspective cette démarche de l'artiste. Dans le prologue de son livre intitulé « La condition de l'homme moderne », la philosophe Hannah Arendt s'émerveille. Pour la première fois en 1957, un satellite construit de la main de l'homme fut lancé dans l'univers. Pendant des semaines, écrit-elle, il gravita autour de la Terre conformément aux lois qui règlent le cours des corps célestes, comme si ceux-ci l'avaient admis à laisser dans leur sublime compagnie. Chose curieuse, cet événement ne déclencha pourtant pas de joie triomphale, ni orgueil, ni admiration pour la puissance de l'homme et sa formidable maîtrise. La réaction immédiate, telle qu'elle s'exprima à la première page des quotidiens de l'époque, ce fut le soulagement de voir accompli le premier pas vers l'évasion des hommes hors de la prison terrestre. Le premier pas vers l'évasion des hommes hors de la prison terrestre. Voilà, nous dit Hannah Arendt, une phrase extraordinaire. Car si les chrétiens ont parlé de la terre comme d'une vallée de larmes, si les philosophes n'ont vu dans le corps qu'une vile prison de l'esprit ou de l'âme, personne, dans l'histoire du genre humain, n'a jamais considéré la terre comme la prison du corps, ni montré tant d'empressement à s'en aller littéralement dans la lune. Ce constat l'a conduit à nous interroger. L'émancipation, la laïcisation de l'époque moderne, qui commença par le refus, non pas de Dieu nécessairement, mais d'un Dieu Père dans les cieux, doit-elle s'achever sur la répudiation plus fatale encore d'une terre-mère de toute créature vivante ? À l'instar d'Hannah Arendt, on peut s'interroger en effet. Mais pourquoi donc vouloir quitter la Terre ? C'est que, ainsi que l'écrit un autre philosophe, Bruno Latour, dans un ouvrage intitulé « Face à Gaïa », ça n'arrête pas. Chaque matin, ça recommence. Un jour, c'est la montée des eaux. Un autre, la stérilisation des sols. Le soir, la disparition accélérée de la banquise. Au journal de 20 heures, entre deux crimes de guerre, on nous apprend que des milliers d'espèces vont disparaître avant même d'être proprement répertoriées. Chaque mois, les mesures du CO2 dans l'atmosphère sont plus mauvaises encore que celles du chômage. Chaque année qui passe, on nous apprend que c'est la plus chaude depuis la fondation des stations météorologiques. Le niveau des mers ne fait que monter. Le trait de côte est de plus en plus menacé par les tempêtes de printemps. Quant à l'océan, chaque campagne de mesure le trouve plus acide. Convenons que ce déferlement de mauvaises nouvelles est de quoi provoquer une envie d'ailleurs. Car, ajoute Bruno Latour, c'est nous tous, de l'intérieur, dans l'intimité de nos précieuses petites existences qui sommes concernés par ces informations. Ces informations qui nous alertent sur ce que nous devrions boire ou manger, sur notre façon d'occuper les sols, de nous déplacer, de nous vêtir. Dans notre vie quotidienne, pourtant, tout se passe comme si nous n'y croyions pas vraiment. Changement climatique, perte de la biodiversité, explosion démographique, épuisement des ressources naturelles. La catastrophe annoncée, aussi protéiforme qu'omniprésente, continue de nous paraître lointaine, lointaine. Pour comprendre le sens de ce que certains qualifient d'aveuglement et de ce que d'autres n'hésitent plus à nommer délire, il faut tenir compte du fait que notre rapport à la catastrophe est foncièrement ambivalent.
c'est que la catastrophe nous fascine autant qu'elle nous inquiète. En témoigne la profusion des productions littéraires, cinématographiques, théâtrales. Le premier film du genre catastrophe date de 1902, c'est dire. Et vous pouvez le constater par vous-même, la figure de la catastrophe est omniprésente dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il existe même des sites web sur lesquels vous pouvez suivre en direct la survenue de catastrophes, de petits points lumineux apparaissant en fonction de différentes couleurs, en fonction de s'il s'agit d'un ouragan, d'un accident industriel, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les ressorts de cette fascination pour la catastrophe. Et pour cela, il suffit de relire la Bible. Le récit biblique de l'Arche de Noé montre bien l'ambivalence de notre rapport à la catastrophe, car si le déluge détruit, il rend également possible l'émergence d'un monde nouveau. Détruire pour mieux construire. Cette idée ne doit pas vous être totalement étrangère, puisque nous la retrouvons dans la plupart des films catastrophes modernes. Au cinéma, la catastrophe est l'occasion de toutes les révolutions. Dans les derniers jours de Pompéi, l'éruption du Vésuve rend possible l'union d'un jeune couple jusque-là empêché par un oncle jaloux. Plus récent, le film 2012 profite de l'apocalypse pour lutter contre les inégalités sociales. Les héros, représentant le peuple des gens normaux, réussissent à embarquer sur les arches de Noé modernes, construites par et pour les plus riches. Les institutions scientifiques et politiques en prennent aussi pour leur grade. Malgré une débauche de moyens, ceux-ci sont irrémédiablement dépassés par les événements. Les héros, ceux qui s'en sortent, sont des hommes et des femmes de terrain capables d'avancer sans aval institutionnel, voire de s'opposer aux intérêts des pouvoirs en place. Ainsi, ces fictions catastrophes, qui mettent en scène pourtant l'extraordinaire destructivité de certains phénomènes naturels ou technologiques, font paradoxalement émerger une vision positive de la catastrophe. La catastrophe serait comme une révolution inattendue, presque miraculeuse, qui permettrait à l'humain de découvrir de nouvelles issues à ses drames individuels et collectifs. Elle est cet événement qui, venant faire irruption dans le ronron de la vie quotidienne, permet de transgresser l'ordre établi et de transformer le monde de manière à ce qu'il soit en meilleure adéquation avec les désirs des héros. Cette acception n'est pas complètement surprenante d'ailleurs, puisqu'elle renvoie à l'étymologie première du terme de catastrophe, du latin catastropha, du grec catastrophé. La catastrophe a d'abord désigné le coup de théâtre, le renversement de situation à la fin d'une tragédie ou d'un poème dramatique. Mais attention, la mise en perspective de notre rapport à la catastrophe ne doit pas occulter les problèmes bien réels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Au XXe siècle, insiste Bruno Latour par exemple, l'humanité est entrée en guerre. Une guerre cachée par la profusion des guerres mondiales, des guerres coloniales, des menaces nucléaires. Mais une guerre elle aussi mondiale, totale, elle aussi coloniale, une guerre écologique que nous aurions déjà perdue, à défaut d'avoir su la penser et la vivre. Le concept de guerre écologique est intéressant parce qu'il introduit l'idée d'une conflictualité qui est absente dans la notion de crise écologique. Car pour faire la guerre, il faut un ennemi. Cela réouvre donc la question de la responsabilité, nous obligeant à envisager la crise écologique, non du point de vue de celui qui subit passivement les mutations d'un système qui le dépasse, mais du point de vue de celui qui, par son inaction même, agit. Mais contre qui serions-nous donc en guerre ? Contre la nature ou contre l'humanité elle-même ? L'idée d'une guerre de l'homme contre la nature n'est pas nouvelle. Pour l'inventeur de la psychanalyse, Freud, elle est même au fondement de l'œuvre de civilisation. Ainsi écrit-il, « Forte de ses pouvoirs, la nature s'élève contre nous, grandiose, cruelle, inexorable. Elle nous remet sous les yeux notre faiblesse et notre désaide, auxquels nous pensions nous soustraire grâce au travail culturel. Pour lui, si les hommes se sont organisés en société, c'est précisément pour mieux se défendre contre les menaces de la nature. » Il souligne la dimension civilisatrice de la catastrophe. L'une des rares impressions réjouissantes et exaltantes que l'on puisse avoir de l'humanité, écrit-il, c'est lorsque, face à une catastrophe, elle oublie la disparité de ses cultures, toutes ses difficultés et hostilités internes, pour se souvenir de la grande tâche commune, sa propre conservation face à la surpuissance de la nature. Dans la théorie freudienne de la culture, cependant, l'homme ne souffre pas que des aléas naturels. Il souffre également de son appartenance à la communauté humaine.
Car si la culture englobe tout le savoir et tout le savoir-faire que les hommes ont acquis afin de dominer les forces de la nature, elle englobe aussi tous les dispositifs qui sont nécessaires pour réguler les relations des hommes entre eux, et en particulier la répartition des biens accessibles. Or, la culture à laquelle l'individu participe lui impose un lot de privations. Les autres hommes lui dispensent un degré de souffrance, soit malgré les prescriptions de la culture, soit par suite de l'imperfection de cette culture. De sorte que, ainsi que Freud l'argumente, la guerre est inéluctable, car tout individu est virtuellement un ennemi de la culture. Et que celui qui est obligé ainsi de réagir constamment dans le sens de prescriptions qui ne sont pas l'expression de ses penchants naturels, vit psychiquement parlant au-dessus de ses moyens. Si l'on suit Freud, la part infantile, pulsionnelle, égoïste de chacun de nous ne consent pas aisément au renoncement que lui impose la préservation de l'environnement. Et la mollesse de nos réactions face aux enjeux environnementaux pourrait n'être pas tant le symptôme d'un déni ou d'une indifférence que celle d'une latente hostilité. La guerre écologique ne se jouerait pas tant entre l'homme et la nature qu'entre l'individu et la culture. L'auteur du projet, et je conclurai, l'auteur du projet Quitter la Terre considère que nous avons déjà perdu la guerre. La solution qu'il propose pour sauver l'humanité de la catastrophe est radicale, puisqu'il s'agit d'envoyer 50 000 personnes dans le cosmos en attendant que la Terre soit libérée de toute présence humaine et que la nature puisse reprendre ses droits. Les descendants de ces hommes sont supposés être en mesure de fonder une nouvelle humanité, sachant cohabiter dans un espace fini. L'auteur précise cependant que si cette humanité bis doit sa survie à un délire technologique, ses connaissances techniques ne sont guère plus développées que celles des chimpanzés. Le spectacle pose ainsi la question, éminemment actuelle, du rôle joué par le développement des sciences et des techniques dans la transformation de notre rapport au monde. Depuis 2 siècles environ, les sciences et les techniques ont progressé au point de devenir des piliers de notre société, transformant nos modes de vie, les relations de pouvoir, nos identités, nos imaginaires. Ce que nous a appris la contamination radioactive, insiste un sociologue comme Ulrich Berg, c'est que c'en est fini de nos précieuses possibilités de distanciation. Il y a dans cette transformation de notre environnement quelque chose qui touche à la dimension du monstrueux. Et c'est ce que mettait en évidence déjà Mary Shelley dès le début du XIXe siècle avec son Frankenstein. La création d'une nouvelle forme vivante, ex nihilo, par les outils de la science, pose une question cruciale, celle de savoir dans quelle mesure une chose est possible est une chose désirable, et au-delà, celle de savoir dans quelle mesure une chose créée scientifiquement peut être reconnue et prise en charge par la communauté humaine. La romancière soulignait à l'époque que le danger ne venait pas tant du monstre lui-même que de l'incapacité du scientifique à assumer ses responsabilités vis-à-vis de sa création. Pour conclure, je citerai à nouveau Hannah Arendt. Cet homme, qui voudrait tant quitter la Terre, paraît en proie à la révolte contre l'existence humaine telle qu'elle est donnée, laïquement parlant, et qu'il veut pour ainsi dire échanger contre un ouvrage de ses propres mains. Il n'y a pas de raison de douter que nous soyons capables à présent de détruire toute vie organique sur la Terre. La seule question est de savoir si nous souhaitons employer en ce sens nos nouvelles connaissances scientifiques et techniques, et l'on ne saurait en décider par des méthodes scientifiques. C'est une question politique primordiale que l'on ne peut guère par conséquent abandonner ni aux professionnels de la science, ni à ceux de la politique. Voilà. Merci beaucoup, Maude. Peut-être une réaction du public, et notamment, vous avez évoqué le côté pessimiste du spectacle, mais peut-être que parmi les spectateurs, et je pense notamment à Mademoiselle qui est lycéenne et qui a assisté, vous avez évoqué ce matin dans notre discussion le fait que ça vous donnait plutôt envie d'agir. Est-ce que vous pourriez peut-être le raconter aussi, raconter votre réaction et comment vous avez reçu le spectacle de Joël Maillard? Vous l'avez fait ce matin. En fait, déjà, bien avant, je me demandais comment on pouvait agir avec le lycée pour sensibiliser ou même protéger la planète, faire une action qui se veut écolo ou quoi. Et en fait, ce spectacle qui m'a particulièrement révoltée parce que ça m'a vraiment donné envie d'en parler en conseil de classe et
de dire il est temps d'agir, quoi. Et vu que là, le 15 mars, il y a une marche pour le climat, je pense que je vais proposer ça. Donc voilà. Donc c'est l'effet positif de l'imaginaire de la fin du monde. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va passer... Alors voilà, on va finir en musique avec une discussion. Alors je pense qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Je pense qu'ils s'étaient déjà rencontrés de manière imaginaire, puisque un musicologue intervenait dans le spectacle d'Allori sans même qu'ils se connaissent. Donc les effets miroirs et de prédiction sont assez intéressants. Donc Allori Goerger est artiste associé au Phénix. On accompagne son travail depuis de nombreuses années. Sa démarche se situe à l'aune d'une discussion entre la fiction, le réel, l'écriture et la musique qui, de manière souterraine, a toujours travaillé sa démarche de création. Donc on vous propose cette intervention en deux temps. D'abord une présentation des recherches de Nicolas et les réactions croisées d'Allori sur sa démarche de création. On s'est rencontrés il y a 5 minutes et il y a 1 heure et 5 minutes, on a convenu que, et ce qui me va très bien, que j'allais essentiellement l'écouter et l'interrompre parfois. J'ai décidé d'ailleurs pendant les 2 dernières interventions de limiter mes interventions à des citations de Morton Feldman tirées de cet excellent bouquin Écrit et Paroles qui a fortement influencé le travail qui est présenté depuis mardi et jusqu'à samedi au Phénix, dans le studio, fort, tous les jours 18h, samedi 17h. Je suis camelot, c'est mon métier. Donc je m'en tiendrai là, voilà. Je serai la voix de Morton, si ça te va. Après, ça ne m'empêchera pas de répondre en mon nom propre. Mais et je te laisse la parole. Nicolas Donin est musicologue. Il est à l'IRCAM où il dirige l'équipe de recherche analyse des pratiques musicales. Il est membre du conseil scientifique des rencontres recherche et création que l'ANR organise avec le Festival d'Avignon. Et il a notamment dirigé le projet MUTEC, Musicologie des techniques de composition contemporaine. Eh bien, c'est à vous. Merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, moi je vais, dans le temps, bien sûr très bref, je vais faire comme tout le monde, je vais regarder ma montre. Dans le temps qu'on a, je vais partir en fait d'abord quelques petits éléments sur le spectacle, parce que pour ceux et celles qui l'ont vu, ça vous donnera une façon de l'aborder, et puis pour tous les autres, peut-être l'envie d'y aller. Et puis ensuite, je vais réagir sur deux thèmes, 2 questions, 2 mots-clés en fait, qui sont ma lecture ou des choses auxquelles j'ai particulièrement réagi quant à la musique dans ce spectacle. Donc c'est un spectacle qui parle de musique, qui la prend pour thème. Alors la musique n'y est pas un lubrifiant. Et donc peut-être il faudra que l'auteur nous dise ce qu'elle est dedans, je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend? J'en ai fait en fait une sorte d'inventaire à la Prévert. Donc il manque sûrement des choses. D'abord un son qui nous accueille. On arrive et il y a d'abord du son. Il y a beaucoup de musique. Alors des musiques d'une compositrice contemporaine, Eliane Radig, et principalement 2 compositeurs américains, new-yorkais, on pourrait dire, du XXe siècle, John Cage et Morton Feldman. Plus une toute petite pièce de Cornelius Cardew, qui a fait son chemin à la dernière minute, littéralement à la dernière minute. Et c'est très bien d'avoir mis du Cardew dedans, mais je ne le commenterai pas. Il y a également des signaux, notamment des signaux, disons, de type cardiaque, ou en tout cas comme on dit qu'il y a de la visualisation de données, là il y a de la sonification de données médicales d'un sujet qui est dans le coma et à l'intérieur du cerveau duquel nous nous trouvons en tant que spectateurs regardant la pièce. Et puis j'ai mis polyphonie, ça veut dire qu'il y a plusieurs sons en même temps. Et puis j'ai même mis musicircus, c'est un mot que
que John Cage justement a pris à un poète américain, Cummings, pour parler de plusieurs musiques qu'on joue en même temps. Je vais y revenir dans un instant. Il y a un piano droit. C'est même un disque-clavier, c'est-à-dire un piano qu'on peut commander de façon, en lui envoyant des signaux MIDI, et donc il peut jouer du piano sans humain. Ça fait toujours de l'effet dans une pièce à un moment donné qu'il n'y ait plus de pianiste et que ça joue quand même. Il y a un compositeur dans le coma. J'en avais jamais rencontré dans la vraie vie, mais là, voilà. Il y a un mélomane que je qualifierais de total, c'est-à-dire il a tellement aimé cette musique qu'il a voulu rencontrer le compositeur et même absorber des substances hallucinogènes pour faire un voyage chamanique avec lui sans retour. Donc c'est un voyage sans retour, mais c'est pas dans l'espace là. Et c'est moi. Voilà, dans la pièce. Lui. Mais en fait, il va bien. Il y a un musicothérapeute barbu, c'est ce dont on me parlait tout à l'heure. C'est pas un musicologue, c'est pas pareil. Il y a une œuvre qui s'appelle Palais de Marie de Morton Feldman qui est jouée, mais il y a aussi le palais, on voit des images. Qui est un palais plurimillénaire en ruine qui se situe à la frontière irako-syrienne au milieu du désert au pied de l'Euphrate. Il se trouve aussi être l'un des sites archéologiques majeurs pour tous les gens qui se posent des questions sur l'assyrien, le babylonien, l'akkadien, le hittite, toutes ces langues qui ont disparu et dont on a des traces via des tablettes d'argile couvertes de glyphes qui sont l'objet d'un petit détour fictionnel dans la pièce. Et il y a une princesse. Il y a une princesse, une prêtresse, mais ça vous le découvrirez. Il y a une interview de compositeur, il y a des paramètres, il y a des partitions sur des dodécaèdres. Là, il faut vraiment aller voir la pièce pour comprendre, hein, c'est inexplicable. Il y a un cerveau musicien, c'est tout le décor. On est comme plongé dans ce cerveau. Et les protagonistes de la pièce s'y rencontrent et font ce voyage chamanique tous ensemble. Il y a donc une transe, un voyage. Et puis, il y a des questions de synchronie. Alors, c'est de ça que je vais parler maintenant. Et je propose que tous les gens qui écrivent des papiers s'inspirent de ce qui vient de se passer. C'est comme ça qu'on aimerait que le travail soit décrit. C'est une approche concrète et objective. J'ai toujours adoré ça. Moi, quand je dois dire ce que j'ai vu d'un spectacle, généralement, je le raconte de A à Z avec une technique à peu près similaire à la tienne, et c'est un heureux hasard. Merci. You're welcome. Et alors maintenant, je vais sortir de ce mode-là et je vais plus faire des listes, mais des diagrammes. Et donc la synchronie, c'est une grande question pour les musiciens, parce que surtout au XXe siècle, on s'est amusé à faire de la musique avec des flux musicaux qui ne sont pas corrélés les uns aux autres. Et de temps en temps, quand même, c'est très, très agréable si ces flux musicaux se rencontrent. Alors, ce n'était pas du tout l'objectif de John Cage quand il disait qu'on pouvait mettre plusieurs musiques en même temps et les laisser coexister. Au contraire, il fallait qu'elles cohabitent et qu'elles restent comme ça. Mais ce qui m'a semblé, moi, c'est que dans cette pièce-là, justement, on passait d'une cohabitation des musiques à quelque chose d'autre, qui est peut-être pas une synchronie, mais qui s'en approche en tout cas. Et là, je dois faire part d'un point de vue d'un moment de spectateur. Normalement, on dit jamais ça dans ce genre de rencontre avec le metteur en scène, mais en fait, je me suis endormi à la fin. C'est ok, c'est une marque de confiance. Voilà. C'est que t'as pas peur de te faire manger, ou enfin, je veux dire, si on pense en tant qu'espèce et pas en tant que critique, qui est notre deuxième identité à tous. Mais je me suis pas endormi n'importe quand, et c'est là que je faisais quand même mon travail. Allez, dis-moi. Je me suis endormi justement au moment où tous ces gens se réunissent autour d'une sorte de centre pour faire le voyage ensemble. Et à un moment donné, ce sont des personnages qui ont des trajectoires et des identités très différentes. Une docteure, on ne sait pas très bien. Elle est chef du service d'oncologie de l'hôpital de Buffalo dans le Minnesota. Une chef de service particulièrement rationaliste au début, qui veut avoir des process clairs pour sortir son patient du coma. Le mélomane foufou qui est déjà parti dans l'autre monde, le musicothérapeute qui est en train de se dire mais ma vie change complètement, en fait toutes mes méthodes elles servent à rien, il faut que j'aille fumer du peyote là, avec les copains. Enfin bon, bref. Et tous ces gens à la fin sont à peu près raccords et font le voyage tous ensemble. Et on ne saura jamais ce qui se passe après. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois, puisque à ce moment-là, je me suis endormi. Donc j'ai jamais su exactement quelle était la fin. Bon, alors. On me dit que ça pourrait être coupé au montage. Très bien. Non, moi ça me va très bien. Je suis très heureux. Et je m'endors régulièrement devant mes spectacles préférés. Einstein on the Beach, je dors. J'aime ça. J'ai pas peur de le dire. De toute façon, il verra jamais cette vidéo, Philippe Glass. Donc voilà deux de nos compositeurs dont je parlais. Il y en a un qui est mycologue aussi, qui collectionne les champignons. Il fait la cueillette des champignons. Cage. Voilà.
Et alors moi j'en ajoute un troisième qui n'a rien à voir avec le schmilblick en apparence, puisque toute cette pièce 4/4, elle est très dominée, je dirais, par une idéologie musicale qui est celle de Morton Feldman, et qui, au lieu de faire des compositions avec un début, une fin, une dramaturgie, des événements, des péripéties, ce qui serait le cas de Elliott Carter à ma droite, lui au contraire, il faisait, là j'ai mis une jolie citation, des sortes de toiles temporelles imprégnées d'une teinte musicale. Donc une musique dans laquelle il n'y a pas vraiment de direction, on est dans un espèce de temps très méditatif, très étal, sans début ni fin parfois. Figure-toi que nous avons failli intégrer un entretien entre Elliott Carter et Morton Feldman dans la pièce, dans lequel il s'agit notamment de la durée de la pièce. Et dit, très bon. Morton Feldman dit, je traduis directement, cette question de la durée, ça commence à devenir pénible. On n'a plus besoin de cette pièce de 20 minutes, ce format de 20 minutes, ça devient pénible, qui est une sorte de standard, ou qui devait être un standard à l'époque à laquelle cette conversation a lieu, c'est-à-dire je pense à la fin des années 60. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'une pièce qui se développe dans la durée, 1h30, 2h, 3h. Ce qui est exactement ce qu'a fait Feldman. Il a développé, il a beaucoup travaillé les formats longs, des pièces de 3h, 4h, extrêmement exigeantes, extrêmement dures, qui amènent les gens notamment à s'endormir. Sa pièce dure seulement 1h20. Il a réussi à provoquer cet effet dans une durée beaucoup plus courte. C'est du talent. C'est la modernité. On est capable d'obtenir les mêmes résultats. Alors, plus rapidement. J'ai mis ici la jolie citation une jolie citation sur Cage qui définit les musicircus, donc pour dire un type de cohabitation musicale, situation d'exécution simultanée d'un minimum de 2 œuvres différentes, qui implique l'acceptation d'un processus dépourvu de directionnalité. Alors moi, ce qui m'a frappé au début de la pièce et qui s'estompe au fur et à mesure, en fait, c'est que c'est une pièce où on nous parle donc de ces musiques-là, on les joue, on les rend présentes, on les prend pour modèle d'une certaine façon. Et en même temps, très vite, il y a une histoire qui se met en place et il y a une dramaturgie et on serait plutôt, pour moi, dans l'univers de la directionnalité, justement, donc celui de droite. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément très bien vécu. Je me suis dit, bah non, il ne va pas nous mettre de la directionnalité. Et puis en fait, si, ça marche. Et ça marche justement au fur et à mesure où on avance dans la pièce, où cette directionnalité, quelque part, reste présente, mais se dissout dans la rencontre un peu atemporelle et difficile à situer dans un lieu que font les protagonistes. Et donc, en ce sens-là, je pense que tu as réconcilié ces 3 personnages qui, pourtant, n'étaient pas toujours faciles à réconcilier, autour de, justement, une forme de mise en temps commun, de synchronie. Alors, je voulais vous jouer, mais on n'aura pas le temps, une petite pièce de... Tu avais dit que tu la chanterais. J'avais dit que je la chanterais, ouais, d'Elliott Carter. Mais j'en donne au moins le poème qui est très beau, qui est chanté par la soprano dans cette œuvre-là. Donc ça s'appelle Tempo et Tempi. J'ai un très mauvais italien, je ne vais pas vous l'infliger, je vous le lis en français. Le temps n'est pas unique. Plusieurs rubans glissent parallèles, souvent en sens contraire et rarement s'entrecroisent. C'est quand se révèle la seule vérité que, dévoilée, elle est aussitôt biffée par qui surveille engrenages et aiguillages. Puis on replonge dans le temps unique, mais... En cet instant, seuls les rares vivants se sont reconnus pour se dire adieu et non au revoir. Donc le message, c'est la synchronie, c'est la mort en fait. Et c'est à peu près ça que j'ai vécu, je pense, dans ton spectacle. Voilà. Alors, non mais c'est pas drôle. Mais non, vous savez que vous allez tous mourir hein, quand même. Enfin, je veux dire, et alors à ce sujet... Je recommande le dernier numéro de la revue Critique qui s'appelle « Vivre dans un monde abîmé », où on nous parle beaucoup de comment mourir dans l'Anthropocène, c'est un des sujets. Et justement, je voulais faire droit à ce débat d'aujourd'hui qui va nous connecter notre question musicale qui a l'air d'avoir rien à voir avec le sujet de la journée, mais en fait si. Ça va nous connecter avec l'histoire de résilience et résistance, puisque je vous ai dit tout à l'heure que John Cage collectionnait les champignons. Et alors, dans ce numéro de revue, on nous parle beaucoup de ce livre remarquable que beaucoup de gens débattent aujourd'hui, qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde » et qui porte sur un type de champignon très particulier qui naît et se diffuse et se dissémine dans des endroits totalement ruinés au niveau édaphique, où l'industrie, où il y a des contaminations, etc. Il n'y a plus d'humains, il n'y a plus rien. Mais en fait, si, après, on peut trouver ces espèces de champignons très bons, très rares. Et donc l'auteur a tenté un truc un peu fou qui est d'aller s'intéresser au point de vue de ces champignons quelque part sur notre monde.
Donc pour ça, faut aller voir les champignons, faut aller voir les gens qui les cueillent, faut aller voir les gens qui les vendent, faut aller voir les gens qui ont ruiné les territoires sur lesquels ces champignons se développent. Et en fait, le grand enjeu pour les sciences sociales de ce livre-là, c'est un enjeu d'arriver à se placer du point de vue de non-humains qui ont quand même une forme d'action ou d'interaction les uns avec les autres dans la nature, et puis avec nous les humains. Et pour ça, il y a un problème, évidemment, c'est comment on fait ça et comment on raconte ça. Et alors, je vous cite un petit extrait comme ça du point de vue de l'auteur sur les différentes échelles temporelles qu'elle essaye de raconter en même temps et dont elle essaye de raconter les entrelacements. Les pins peuvent nous montrer, les pins PINS, les arbres, peuvent nous montrer de longues époques d'évolution. Les chênes racontent les changements environnementaux des établissements humains. Les champignons nous parlent des chances de vie. Et les humains se réorganisent par des mouvements sociaux. Ce n'est que si nous pouvons raconter des histoires à des échelles si différentes que nous avons une chance d'apprécier les trajectoires de multiples espèces et leurs conjonctions. Et donc cette espèce de cohabitation temporelle des espèces et des agents, c'est un peu ça finalement l'enjeu de tous ces courants musicaux qui se sont posé le problème d'avoir des musiques dans des temps différents qui appartiennent à des temporalités, à des perceptions qui n'ont rien à voir et qu'on va pourtant essayer de mettre les unes avec les autres. Et je pense que quelque part, c'est le genre de questions auxquelles toi tu t'es affronté à travers l'idée de passer à la scène ces types de musique-là. Et puis il me reste encore 2 minutes, Catherine Courtet, pour parler de transcodage. Parce que c'est un enjeu, dès qu'on met de la musique à la scène ou qu'on veut faire passer la musique dans un autre médium, c'est toujours un petit peu prise de tête, même c'est souvent un peu... Enfin, on se rate facilement. Parce que c'est pas un médium très visuel, on doit toujours montrer les instruments. Et donc, on cherche de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde essentiellement numérique dans les arts, on cherche à transcoder du son vers de l'image vers du son... Et comme ça, on arrive à imaginer des modes de représentation un peu inattendus. Alors, j'ai bien aimé les tentatives de ce genre-là quand elles apparaissent, elles affleurent dans la pièce. C'est pas le centre du propos de la pièce. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu frappé. Je me suis demandé d'ailleurs, puisque j'ai l'auteur à côté, il va pouvoir me répondre bientôt, mais je fais quand même ma petite démo et tu vas me dire après si c'était ça. Il y a un moment donné où le disque clavier, donc le piano mécaniquement, le piano télécommandé, disons, se met à jouer en même temps qu'on entend une interview de John Cage. Donc on entend la voix. Littéralement, on entend la voix de Morton qui est transcodée en notes MIDI. Et là c'est de l'interprétation de signal. C'est-à-dire le signal est analysé par un ordinateur qui l'a converti en information MIDI. Et les marteaux ne sont pas frappés. Les marteaux vont frapper les cordes, mais ne les frappent pas, et c'est uniquement le mouvement des marteaux qui est sonorisé. Donc ce qu'on entend, c'est la mécanique du piano, parce qu'il y a quelque chose qui, bon, pour moi, quand on ouvre un piano, quand on lui arrache le couvercle et qu'on regarde ses tripes, il y a quelque chose qui me renvoie à un imaginaire que celui de la dissection chez Rembrandt, où on a tous ces docteurs penchés au-dessus d'un corps qui est ouvert, où tous les tendons sont à vif. Bon, ces tendons, moi, ça me... Chacun son imaginaire. Moi, j'ai un imaginaire problématique, manifestement, mais je vois, quand je regarde quelqu'un crever un sac de lentilles avec un couteau, je pense assassinat. Bon, voilà. Et quand je vois un piano ouvert, je pense dissection. Chacun ses problèmes. Mais t'as déjà vu quelqu'un crever un sac de lentilles avec un couteau ? J'ai pas légalement le droit d'en parler dans le Valenciennois. Okay. Non, moi je l'ai fait dans des vidéos pour essayer de voir ce que ça me procurait comme émotion. Je suis vraiment en train de saboter totalement ton moment. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, oui, les marteaux ne sont pas frappés, donc ce qu'on entend, c'est uniquement une espèce de résonance de ce que mécaniquement ce corps produit. Voilà. Et par contre, la voix de John Cage, qui est magnifique, qui a un timbre très particulier, elle est sonorisée. Donc ce dialogue qui est un dialogue qui a pris place, je fais vite, à la radio à la fin des années 60, et qui est délicieux parce qu'ils sont à cheval, comme disait Montaigne, ils chevauchent dans la pampa comme ça sans savoir où ils vont, mais ils ont des discussions extrêmement puissantes tout en étant totalement bordéliques et sujettes à beaucoup de sérendipité. Là, je me sens un peu sous pression. C'est bon, je les tiens. Je vous passe de la musique ou pas ? C'est Mao Tse-tung.
partition. Est-ce que ça a été conçu avant le Trésor de la langue de René Lucien, à ta connaissance, qui est la référence de cette stratégie? Si quelqu'un sait comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est un procédé qui est vieux comme l'histoire de la musique, hein, d'imiter la ligne mélodique d'une intervention vocale en la rejoignant à la guitare. Le plus connu, à mon sens, quand René Lucien avec le Trésor de la langue, je pense au début des années 70. Il y en a peut-être d'autres avant, puis on s'en fout de qui a commencé en premier, mais je ne connaissais pas ça. Non, c'est intéressant. Là, normalement, si on avait l'image que moi j'ai, non? On va se servir. Très bien. Ça ajoutera une couche d'incompréhensibilité à ce que je racontais. C'est pas grave. Vous auriez dû avoir l'image normalement. Voilà. Et ben alors, tant pis, on s'arrête là. Il y avait Pierre Huyghe, mais ce sera une autre fois. De l'intervention. Merci à vous tous. Et puis... Voilà, donc on enchaîne avec le spectacle de Johanna. Vous pouvez suivre Marion qui est là. Voilà. Et merci à tous pour votre patience. La rencontre a été filmée et sera redisponible sur notre site internet, ainsi que l'ensemble des rencontres que nous avions organisées avec l'ANR. Merci, bonne journée.